On exprime un malaise, une douleur, une blessure, et en retour, on est accusé d'être trop sensible, agressif, voire injuste, et on finit par douter de soi, de s'excuser, voire même de se taire. Et en fait, quand on vit ça, c'est pas une maladresse, c'est une stratégie redoutable qui s'appelle l'inversion des rôles. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce mécanisme toxique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'inversion des rôles, pourquoi c'est utilisé, quels dégâts ça peut provoquer et surtout comment s'en protéger. Donc on va voir aussi une mise en situation avec des exemples concrets de communication donc non violente et aussi une checklist pour y voir plus clair. Mais commençons d'abord par ce qu'est l'inversion des rôles. Alors l'inversion des rôles, c'est une technique de manipulation psychologique où l'agresseur ou le manipulateur fait passer la personne qui est donc blessée pour la fautive. Ça lui permet de détourner la réalité du conflit en se positionnant donc de agresseur à victime et en projetant la culpabilité sur l'autre personne, c'est-à-dire la victime. Ce mécanisme, il est souvent utilisé pour éviter de se remettre en question et ou contrôler une interaction et ou maintenir une emprise. Ça va dépendre des cas et des intentions. Le but de tout ça, c'est d'instiller une confusion mentale, casser la confiance en soi de l'autre et garder le pouvoir émotionnel dans la relation ou tout simplement s'extirper de toute responsabilité. Donc du coup, ça peut être employé, donc l'inversion des rôles de manière consciente par des personnalités style manipulatrices, narcissiques, etc. ou de façon inconsciente comme un mécanisme automatique de défense chez des personnes blessées elles-mêmes. Et ce dernier point est hyper important à comprendre parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très très récurrente dans les systèmes familiaux, dans le monde professionnel ou entre amis, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui revient quand même de manière très très récurrente, c'est-à-dire la non-prise de responsabilité sur ce que l'un aurait dit ou fait et qui aurait pu créer ceci ou cela chez l'autre personne. Donc on va faire face de manière très récurrente à ce genre de mécanisme. En fait, c'est extrêmement courant. Donc c'est pas forcément parce qu'on le vit que la personne en face est de type manipulatrice ou a un trouble de la personnalité, c'est simplement des gens qui se défendent eux-mêmes pour ne pas être responsables. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, c'est très très récurrent à des petits degrés, à des petits niveaux, notamment sur les milieux du travail. Mais pas que. Donc là, on a une mise en situation donc, concrète entre Camille et Adrien. Donc Camille confie à Adrien qu'elle se sent rabaissée quand il se moque d'elle en public, et du coup, elle formule calmement son ressenti, et dans une démarche d'apaisement, puis Adrien, il va répondre « t'exagères, je rigolais », c'est toi qui as un problème avec l'humour en fait. Donc franchement, j'en ai marre de devoir toujours faire attention. Tu vois, c'est moi qui subis, c'est pas toi en fait. Donc du coup, Camille, elle doute, elle se met à culpabiliser, elle va peut-être même s'excuser, et puis la charge émotionnelle s'est déplacée, c'est plus Adrien qui a blessé Camille, c'est Camille qui pose un problème. Et ce type de retournement, c'est subtil et fréquent, comme je l'ai dit juste avant, parce que justement, là, comme là, avec Camille et Adrien, ça peut être deux personnes qui sont soit en couple, qui sont amies, etc. Mais Adrien ne prendra jamais la responsabilité, pourtant c'est bien lui qui fait ce genre de blague, et ce genre de blague produit bien ce genre d'effet sur Camille. Et donc s'il est l'instigateur, l'initiateur de ce genre de blague, ou de type d'humour, c'est lui qui a un problème en fait. Et il pourrait choisir d'arrêter ce genre de blague, puisqu'il sait, du coup, puisque Camille l'a communiqué, que ça l'a fait sentir mal. Mais pour autant, il ne s'arrêtera pas. C'est donc Camille le problème. Ce qui lui permet de justifier le fait que lui ne s'arrêtera pas, puisque en fait, c'est elle qui a un problème. C'est elle qui ne comprend pas l'humour. Et donc, il y a forcément, dans ce cas-là, un certain manque d'empathie, puisque si ça vient de manière récurrente, et donc ça veut dire qu'Adrien ne change pas, ça veut dire qu'Adrien, il en a un petit peu rien à faire de ce que pense Camille, puisque sinon il arrêterait. Donc du coup, finalement, Camille, elle subit et ne se sent pas, du coup, en droit de parler ou d'exister émotionnellement. Et donc ça, tout dépend de la fréquence à laquelle ça arrive dans leur interaction. Alors du coup, qui utilise ce genre de technique? Alors on va avoir les manipulateurs extravertis. Alors ils jouent sur l'intimidation, l'émotion forte, la dramatisation, leur inversion est spectaculaire et culpabilisante. Après on va avoir les manipulateurs introvertis. Ils se positionnent comme des victimes passives, se victimisent subtilement et rendent l'autre responsable de tout. Je fais une petite aparté. Les runners sont dans ce genre de case-là. Les manipulateurs introvertis. Mais encore une fois, je le répète, manipulateur ne veut pas dire forcément avoir des intentions malveillantes. Il y a les manipulations offensives, les défensives, et celles, on va dire, positives, que vont utiliser les coachs, les psys, etc., à certains moments pour faire évoluer le patient ou le client. Et ensuite, il va y avoir les personnes blessées ou insécures.
parfois sans intention toxique, une personne peut inverser les rôles pour éviter la douleur ou l'humiliation. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais encore une fois, tout dépend de la fréquence à laquelle les choses reviennent dans l'interaction avec la personne en question. Et en fait, j'ai envie de dire, peu importe l'origine, parce qu'au final, ce qui compte, c'est quand même le résultat. Celui ou celle qui ose parler se retrouve étouffé, illégitimé, vidé et donc invalidé. Et du coup, dans le cas de Camille, par exemple, imaginons qu'elle vit ça de manière régulière, etc., avec Adrien, eh bien, elle finira par avoir de la confusion mentale, donc elle ne sait plus trop si elle est sûre de ce qu'elle ressent, ce qu'on lui a dit et qu'est-ce qui est vrai. Il peut y avoir de la culpabilité toxique parce que du coup, elle va se sentir responsable d'un malaise, mais qu'elle n'a pas causé. Du coup, ça devient compliqué et elle risque de perdre pied, en fait. Donc, elle risque de passer aussi dans l'auto-silencement, c'est-à-dire elle n'a plus trop envie, elle n'ose plus trop exprimer les choses, puisqu'elle a envie d'éviter un rejet ou un conflit, puisque du coup, elle va encore passer pour le bourreau, alors qu'en fait, dans l'histoire, c'est la victime, notamment du comportement d'Adrien. Donc ça va appeler à un certain degré une certaine perte de confiance en soi. Du coup, on va croire que nos émotions ne sont pas valides. Alors, les émotions sont valides dans le sens elles sont vraies puisque ressenti et vécu. En ça, elles sont valides. Faire attention aussi que, justement, là, dans le cas de Camille, plus une émotion est forte, plus je vais avoir tendance à croire que ce que ça me dit, c'est vrai et où que ça va se réaliser. Là, elle va se sentir la coupable d'avoir créé quelque chose de négatif avec Adrien. Si elle se fie à son émotion, elle va croire elle-même qu'elle est le bourreau, alors qu'en fait, c'est la victime. Et ensuite, il va y avoir une fatigue psychique, c'est-à-dire à force de la vigilance permanente, voire l'hypervigilance, il va y avoir un épuisement émotionnel. Et en fait, petit à petit, on pourrait dire le moteur de Camille est tout le temps dans le rouge, en fait, toujours en train de tourner très très fort. Donc, il va y avoir un épuisement des batteries. Et les conséquences à long terme, c'est qu'à force, cette dynamique, elle peut mener à un stress post-traumatique notamment. Et certaines personnes développent une dépendance affective ou un trouble de l'attachement ou un sentiment d'identité brouillé, et l'impact peut durer bien longtemps après la relation. Alors pourquoi ces techniques sont utilisées ? Alors le cœur de l'inversion des rôles, c'est l'évitement. Éviter de reconnaître ses torts, éviter d'affronter un malaise, éviter la responsabilité. Et en inversant les rôles, la personne qui utilise donc cette technique, que ce soit un manipulateur ou juste une personne lambda qui veut se décharger de toute responsabilité, en fait désamorce les critiques et évite la remise en question. Ça renforce une domination psychologique et ça permet de contrôler le récit ou la situation, donc notamment ici de la relation, pour rester en position de force. Et cette stratégie, elle s'inscrit dans une dynamique plus large, c'est en gros la stratégie d'emprise. Donc tout, encore une fois, va dépendre de la quantité et la fréquence d'interaction qu'on a avec la personne Y, et de combien de fois ça revient, ce genre de technique sur le tapis en fait. Alors maintenant, voyons la partie comment s'en protéger. La première chose, c'est la prise de conscience du mécanisme. C'est le premier rempart pour s'en protéger. Et pour ça, il y a une technique que je trouve vraiment géniale quand on est dans une dynamique relationnelle, que ce soit professionnelle ou personnelle ou amoureuse. C'est le qui a fait quoi, où, quand, comment. Il faut rentrer un peu dans la peau de Colombo et dire ok, moi je m'appelle Camille, on va dire ça comme ça. Et hier, Adrien, il est venu chez moi. Qui a fait quoi, ou quand, comment. Donc, on pourrait dire ça comme ça. Camille, du coup, prend une feuille et un stylo et dit ok, si je reprends à partir du moment où Adrien est rentré par ma porte de la maison, qui a dit quoi, ou quand, comment. Donc on s'est salué, on s'est fait la bise, etc. Enfin, on recompile le film dans l'ordre chronologique. Et puis arrive le moment où, en fait, Adrien va faire une blague dans son appartement, devant, je sais pas moi, 10 de ses amis. Et là, Camille, du coup, va marquer, il a fait une blague gratuite devant 10 de mes amis. Moi, je me suis senti comme ça. Et quand, dans la cuisine, on était tous les deux et que j'essaie de lui en parler, il m'a dit que j'exagérais, que je rigolais, que c'est moi qui ai toujours un problème avec l'humour et qu'il en a marre d'être toujours, devoir faire attention, etc. Et que du coup, c'est moi le problème, quoi, en gros. Et du coup, là, je me suis senti comme si... et ensuite, il s'est passé ça, il m'a ignoré toute la soirée, etc., etc. Et donc, là, c'est un exemple, mais quand on joue ce jeu-là, ça permet de remettre les pendules à l'heure. Parce que si, par exemple, Camille fait ça sur une base régulière avec Adrien, elle va se rendre compte qu'il y a toujours un schéma qui revient. Et c'est entre autres pour ça que, par exemple, quand des chasers se prennent pour des runners, et arrivent en me disant « Ah, mais moi, je suis un runner, en fait, je suis le runner, en fait, je suis le runner », je leur dis « T'as l'air vachement intéressé par être le runner. » Et tout de suite, moi, ça met la puce à l'oreille. Je me dis « Celui-là, ou celle-là, elle a dû se faire gaslighter bien comme il faut pour se mettre à rendre, à se croire coupable, alors qu'en fait, c'est la victime. »
Et en fait, du coup, je demande à la personne, je lui dis, vas-y, donne-moi 5 à 10 situations où tu aurais fait le runner. Et je veux tout en détail, qui a fait quoi, comment. Et à chaque fois, c'est pas toujours la même chose. La personne me donne 5 situations ou 10 situations, on retrouve le même armature commune. Et je lui dis, tu t'es fait gaslighter. T'es pas le bourreau, t'es la victime qui se place en bourreau. Tu t'es fait retourner le cerveau, quoi, en langage familier. Et oui, parce que notamment l'inversion des rôles, ça va créer ça sur long terme, comme on l'a vu juste avant. Donc la première chose, c'est prendre conscience du mécanisme. C'est le premier rempart. Qui a fait quoi, ou quand, comment. Je prends 5 à 10 situations conflictives avec la personne en question et j'en décortique l'ordre chronologique. Et on va se rendre compte qu'il y a un pattern, un schéma récurrent. Étape 2, se reconnecter à son ressenti et le valider. On a le droit d'être blessé, on a le droit de se sentir coupable, on a le droit de se sentir dans la rage, dans la colère, dans la tristesse. On a le droit de tout ressentir, c'est pas un problème. J'ai même envie de dire, c'est même la solution. Mais ressentir, pas dans le sens être sous emprise de l'ego mental, mais ressentir dans le sens observer son ressenti. On a le droit de se sentir énervé parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. On a le droit de se sentir trahi parce qu'on avait passé un accord avec un ami et qu'il nous a trahi factuellement et que derrière on se sent mal. Après, c'est combien de temps on veut se sentir mal. Ça, c'est une autre histoire. Mais un ressenti est valide. 3. Exprimer ses limites avec clarté et, ça c'est le must du must, en utilisant une communication non violente. Donc ça, c'est hyper important parce que si les limites ne sont pas exprimées, finalement, tacitement, ça dit à l'autre, bah, tu peux continuer ce que tu fais en fait. Le problème avec l'expression de ces limites, c'est qu'on le sait intérieurement, et c'est pour ça que les gens qui ont du mal à poser des limites, ont du mal à poser des limites, c'est qu'on sait que si on commence à en poser, il va y avoir des conséquences négatives, on va être jaugé ou jugé de mauvaises personnes, ou il y a des gens qui vont partir de nos vies, parce que effectivement, des gens qui nous appréciaient pour ce qu'on leur apportait, quand on pose des limites, du coup on leur apporte moins ces choses-là, ou ils peuvent moins faire ce genre de choses-là. Par exemple, dans le cas de Camille et Adrien, Adrien, il risque de dire que l'autre est contrôlante, ou qu'elle est agressive, etc. Parce que du coup, finalement, il est mis face à sa réalité, c'est-à-dire qu'il y a un type d'humour qui est blessant pour Camille, et peut-être pas pour Marc, hein, mais que du coup, au lieu de se remettre en question, et de changer son type d'humour, et de respecter Camille, du coup, il, entre guillemets, va se faire remettre en place gentiment par Camille. Il ne va pas aimer, donc il risque de se retirer. Donc voici quelques exemples fermes et calmes. Premier exemple, quand tu retournes ce que je ressens contre moi, je me sens nié. Deuxième exemple, je ne t'accuse pas, je parle de ce que je vis et ça mérite d'être entendu. Troisième exemple, si tu refuses de m'écouter sans me faire passer pour l'agresseur, cette conversation s'arrête ici. Alors maintenant, voyons une petite checklist, la checklist de suis-je en train de vivre une inversion des rôles. Première question, est-ce que je finis souvent par m'excuser alors que j'étais blessé? Deuxième question, est-ce que l'autre me fait passer pour le problème quand je parle d'un malaise? Troisième question, est-ce que je doute de mes émotions après nos échanges? Est-ce que je me tais pour éviter d'envenimer les choses? Est-ce que j'ai peur de m'exprimer par peur d'être jugé ou renversé? Donc si dans une dynamique relationnelle, tu as coché plusieurs de ces cases-là, il est temps d'y regarder de plus près et vraiment de décortiquer du coup la dynamique relationnelle avec le fameux qui a fait quoi, où, quand, comment, et ça permettra d'y voir plus clair. Dernière partie, et si c'était moi qui inversais les rôles? En fait, personne n'est à l'abri d'avoir ce réflexe, parce que ne pas prendre ses responsabilités, c'est quand même un truc très humain. On aime bien tout de suite se laver les mains et dire qu'on n'a rien fait. Il n'y a qu'à voir le foot, hein. Le gars lui a éclaté le tibia, mais c'était pas lui, il a levé les mains. Il y a 27 millions de spectateurs, 18 caméras, tout le monde a vu à travers la planète, mais c'est quand même pas lui. Donc on a ce réflexe-là. Donc surtout si on a grandi dans un environnement où les émotions étaient punies, moquées, réprimées, inverser les rôles peut devenir aussi un mécanisme de défense automatique, comme on l'a vu, pour éviter l'humiliation ou la peur du rejet. Donc l'important, c'est pas vraiment de se juger, c'est plutôt de reconnaître et d'observer. Et c'est d'en prendre conscience et de s'auto-observer. Donc ça va demander une introspection aussi et de réapprendre à accueillir les émotions de l'autre sans se sentir menacé aussi. Mais donc ça veut dire aussi accueillir ses propres émotions sans se sentir menacé par soi-même. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, il est vraiment là. Parce que dès qu'on commence à observer notre intériorité, et ça c'est ce que tous mes clients voient tout le temps, dès qu'on commence à faire ce travail de libération émotionnelle, on se rend compte qu'on a des mécanismes intérieurs automatiques d'auto-jugement, qualification, refoulement, négation de nos propres ressentis, images et sons qui se passent à l'intérieur et qui proviennent de l'ego mental. Enfin, on est un peu multiparti. Et donc du coup, on se rend compte que tous ces mécanismes, ils sont là et en fait, on est toujours en train de s'auto-brider en fait.
Et pour conclure, ben, on a le droit d'exister émotionnellement, donc inverser le rôle, finalement, c'est nier la réalité émotionnelle de l'autre personne. Donc quand Adrien, dans l'exemple, inverse les rôles avec Camille, il nie sa réalité émotionnelle. Donc c'est comme s'il niait la personne et l'existence de la personne dans une certaine mesure. Donc le sibir, bah, c'est lentement s'éteindre si ça vient de manière fréquente et donc récurrente. Et donc qu'on soit la victime ou le porteur de ce schéma, une chose est certaine, c'est qu'on peut s'en sortir si on est victime. On a déjà les solutions. Et si on est le porteur, eh bien l'introspection et l'analyse, qui peut d'ailleurs être faite avec le qui a fait quoi quand comment, bien qu'on soit la personne qui inverse les rôles, ça fonctionne également. Mais il faut être à l'étape d'avoir envie de se dire, et si j'avais quelque chose que je faisais mal et que je pourrais modifier.